Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de bilan lecture, donc c'est parti, on va faire ça. J'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai pas lu tant que ça par rapport à la période sur laquelle j'ai pas fait de bilan lecture, tout simplement parce que voilà, j'étais surchargée de travail. Je pars en vacances la semaine prochaine, donc du coup je fais ça avant de partir en vacances, voilà, ça va me faire du bien. Bref, pas plus de temps sur cette intro, on est parti. J'ai un peu menti, je vais passer beaucoup plus de temps sur cette intro, tout simplement parce que cette vidéo sort beaucoup trop en retard, c'est-à-dire que comme je le disais juste avant, au moment où j'ai tourné, je partais en vacances et en fait j'étais tellement éclatée sa mère que je n'ai jamais fait le montage de cette vidéo, je n'ai pas trouvé le temps ni la motivation pour le faire. Maintenant je suis reposée, donc je le fais enfin, mais ça signifie tout simplement que les lectures que vous allez voir là, c'est les lectures que j'ai fait avant de partir en vacances, c'est-à-dire, si je dis pas de conneries, c'est mes lectures de juin, juillet et un peu début août, mais pas du tout de août-septembre. Et en fait, pour être honnête, j'ai quasiment rien lu du tout depuis parce que j'étais trop éclataxe. Voilà, sur ce, bonne vidéo. On va commencer avec le manga The Muggle Call de Ki-Yoon qu'il m'avait envoyé il y a maintenant un certain temps. J'ai mis un petit peu de temps à le lire, j'avoue que la cover en fait me donnait pas plus envie que ça. Et bah c'est une super bonne surprise pour le coup, je m'attendais pas du tout à apprécier autant ce manga. Bref, je vous explique un peu de quoi ça parle. En gros, on suit ce jeune garçon qui s'appelle Lucas. Au tout début de l'histoire, il est dans un groupe de mercenaires et il sert de clairon tout simplement. Lui, son truc c'est vraiment la musique, c'est son truc, il adore ça, il veut devenir musicien professionnel. Mais voilà, il a été adopté, il a été recueilli et il a une sorte de dette envers le chef des mercenaires. Vu comme ça ressemble beaucoup à Vinland Saga. Voilà, sur le début de l'histoire, je trouve qu'il y a quand même un truc qui match un peu entre ces deux histoires, en tout cas sur l'histoire personnelle du héros principal. Après, ça prend une toute autre direction. En fait, il s'avère que Lucas, donc notre petit clairon, va assister à son premier combat. Et en tant que mercenaire, il va devoir lui aussi se battre, ça va pas bien se passer, et en essayant de sauver le peu de troupes qui restent des mercenaires, il va déclencher un sorte de pouvoir qu'il possédait en lui depuis très longtemps. En sonnant la retraite, il va y avoir des sortes de faisceaux lumineux qui vont se dessiner dans le ciel, et qui va permettre aux mercenaires tout simplement de savoir dans quelle direction aller. Voilà, c'est son pouvoir. Et ce pouvoir, il l'a parce qu'il fait partie d'une sorte d'espèces qui s'appellent les branchus. Ce sont des êtres humains mais avec une sorte de petite corne qui est en branche, un peu comme un cerf finalement. Enfin, c'est un peu bizarre mais vous découvrirez ça dans le manga. Et en fait, il y a tout un groupe de branchus qui vient à sa rencontre et qui l'emmène avec eux tout simplement, et ils vont faire en sorte qu'il puisse développer, on va dire, son pouvoir. Ils vont avoir besoin de lui pour l'aider là où ils sont, et je vais pas vous en dire plus parce qu'après c'est du spoil. C'est un peu brouillon, mais il y a beaucoup d'intrigues dès le début, et donc c'est pas forcément facile à résumer, mais c'est franchement une très bonne surprise. Les dessins sont très beaux, je vais vous montrer les dessins. Alors par exemple on a ça, voilà, c'est joli. Voilà. Voilà par exemple. Il y a des combats, on est dans une époque un peu moyenâgeuse si je puis dire. Et le personnage principal est plutôt attachant, il a son caractère, il se laisse pas marcher dessus, il sait ce qu'il veut et il a des bonnes capacités dès le début du manga. Et c'est plutôt innovant d'avoir un personnage principal qui est plus là en tant que stratège qu'en tant que combattant. Je trouve que ça change et j'aime plutôt bien, en tout cas l'angle du manga. D'ailleurs, on a dès la fin du premier tome des petits secrets qui sont révélés, qui m'ont particulièrement intriguée et qui vont me donner envie d'acheter la suite. Donc c'est très très cool. Merci à Ki-Yoon pour l'envoi. Je recommande plutôt pas mal. Je mettrai une note de 4 sur 5 sur ce tome, pas 5 sur 5 parce que on reste sur un tome 1. Généralement j'évite de mettre un 5 sur 5 sauf pour un coup de cœur. Mais c'est vraiment un très bon manga. Franchement j'ai été assez captivée dans l'histoire. Ensuite je vais le faire en un seul shot parce que je vais pas vous parler de chacun des tomes, mais j'ai fait un gros rattrapage du manga Ton visage au clair de lune, donc j'ai lu du tome 3 jusqu'au tome 7 qui est sorti il y a pas très longtemps et que Pika m'avait envoyé d'ailleurs sur ce tome 7, les autres ce sont des achats. Et bah franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture, voilà, on commence à voir le personnage principal, Yoi, qui évolue pas mal dans le bon sens. Elle commence à s'accepter,
elle accepte ses sentiments, elle accepte le fait de pas pouvoir être tout le temps hyper forte, et elle accepte aussi le fait qu'il faut montrer ses émotions aux personnes qu'on aime sous peine de les perdre et de tout simplement subir des incompréhensions et de se faire du mal à soi-même finalement. Je vais pas noter chacun de ces tomes, mais c'est un bon 4 sur 5 également sur ce manga-là, tout simplement parce que je trouve leur histoire absolument adorable, j'adore les personnages, franchement j'ai aussi un gros coup de cœur sur la façon dont l'autrice dessine les émotions et les expressions de visage de ces personnages. Voilà, je mets ma main pour en dessous parce que c'est du spoil, mais regardez ces expressions de visage, non franchement c'est trop beau. Du coup on a nos deux personnages principaux qui évoluent vachement dans leur relation, et Yoi fait de plus en plus d'efforts pour aller vers Ichimura, et ça fait vraiment plaisir parce que ça permet de faire évoluer leur relation. On a également un troisième personnage qui débarque, on va dire, je crois dans le tome 6, un truc comme ça. C'est plutôt intéressant aussi à voir. Ce personnage qui, bien sûr, pour toujours jouer avec cette notion de prince, va avoir un nom de famille qui a une façon d'être prononcée qui ressemble au mot prince en japonais, globalement, grossièrement. Et donc ça va semer aussi un petit peu le trouble, notamment du côté d'Ichimura, qui va commencer à jalouser ce monsieur. Voilà, c'est pas vraiment un spoil majeur, généralement c'est ce qui se passe dans la plupart des mangas où t'as un troisième personnage qui débarque, tout simplement. Mais c'est adorable à regarder, tout est adorable dans ce manga, je ne sais pas quoi dire de plus sans vous spoiler. Si vous aimez les romances qui sont pas prises de tête, qui sont très mignonnes, avec des personnages qui se développent petit à petit, franchement n'hésitez pas, c'est franchement un très bon manga. Je mets un bon 4 sur 5. Je mettrai pas 5 parce que voilà, on reste quand même dans la romance lycéenne. C'est une très bonne romance que j'aime beaucoup. C'est pas non plus un coup de cœur, donc on va rester sur un 4 sur 5. Pour rappel de l'histoire, on a Yoi qui est une jeune fille qui est surnommée le prince du lycée par ses pairs, notamment par toutes les filles du lycée, par son attitude qui est très élégante, qui est très princière finalement. Elle agit également avec les autres filles d'une façon tellement élégante que les filles sont raides dingues d'elle. L'admire beaucoup, ça lui arrive d'avoir des lettres de déclaration d'amour, etc. Et donc elle est plutôt vue comme un prince que comme une fille. Et on a Ichimura qui lui aussi est considéré comme un prince parce qu'il est beau gosse. Bon, il est un peu arrogant, mais il a un comportement et surtout un physique qui a tendance à qui fait qu'on le surnomme également en tant que prince. Ces deux personnages vont alors se rencontrer et vont développer leur relation. On a Ichimura qui tout de suite va avoir un coup de cœur sur Yoi et va tout faire pour être avec elle, en tout cas. Et voilà, et après c'est de la romance, que dire de plus? Petite pause dans la vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne, c'est très important pour me soutenir, ça fait toujours plaisir, c'est le plus gros soutien possible. Également, si tu cherches à acheter des mangas pour un peu moins cher, j'ai un petit code Rakuten, voilà, c'est du parrainage. Si tu l'utilises quand tu t'inscris, voilà, tu pourras bénéficier de petites réductions sur ta prochaine commande, et ça c'est toujours cool à prendre. On continue. Le prochain manga de chez Pika, c'est Gokurakugai, que j'ai reçu il y a maintenant quelques temps aussi, que j'avais reçu en kit frais. Je vous avais promis de vous en parler rapidement, donc j'ai dû le recevoir le mois dernier, je pense, quelque chose comme ça. Pour la petite histoire, on retrouve Tao et Alma, qui sont ces deux personnages, donc ce jeune homme aux cheveux rouges et cette femme qui est extrêmement badass aux cheveux blancs, qui tiennent finalement le bureau des résolutions. Je dis qu'ils tiennent parce qu'ils sont que tous les deux, et qui mènent des enquêtes sur des affaires qui leur semblent un peu étranges, on va dire, généralement demandées par des humains. Donc ils résolvent des enquêtes en échange d'argent, tout simplement. Sauf que finalement, leur vrai travail, c'est de tuer ce qu'ils appellent des magas. C'est des sortes de monstres finalement, pour l'instant on sait pas trop ce que c'est. Il faut savoir aussi qu'on a notre personnage l'un de nos deux personnages principaux, qui est juste ici, qui s'appelle Alma, et qui est un demi-maga, globalement, parce que il y a son mère, je crois que sa mère était une humaine et son père était un maga. Ce qui fait qu'il a des pouvoirs assez cool, et qu'on a des scènes plutôt badass. Voilà, si vous aimez le shonen pur, avec des personnages très stylés et de la bastos,
autant vous dire que normalement vous devriez être servi avec ce manga. Donc pour l'instant c'est une bonne découverte, globalement j'ai pas grand chose à dire. En fait le manga se découpe un peu par petites enquêtes, en tout cas sur ce tome 1, je sais pas si ça sera le cas sur tous les tomes, mais sur ce premier tome c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça nous permet notamment d'apprendre plus de choses sur comment ça fonctionne au niveau du bureau des résolutions, comment les magas fonctionnent, qu'est-ce qui fait que y a des magas qui apparaissent. On découvre aussi qu'il y a forcément un antagoniste principal à la fin de ce tome, même si on sait pas vraiment qui c'est. Bref, il se passe pas mal de choses dans ce premier tome, et le chapitrage, on va dire, par enquête, fait que ça prend son temps malgré tout, donc c'est plutôt appréciable. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce manga, si ce n'est que je l'ai plutôt apprécié, que j'ai bien envie de connaître la suite. Alma, en tant que demi-maga, a des pouvoirs assez spécifiques. Il a notamment une sorte d'arme qui est dans son poitrail finalement, et que sous autorisation il peut sortir, voilà, il sort ça de son corps, et il a une arme et une force assez décuplée de ce que j'ai cru comprendre. Tao, elle, est une tireuse hors pair avec un sang-froid qu'on envierait tous, j'ai envie de vous dire. En fait le manga, on dirait vraiment qu'il s'est concentré sur le fait de rendre ces personnages badass, voilà. Donc pour l'instant c'est un peu ma seule frayeur, mais c'est vraiment une frayeur infondée, c'est-à-dire que pour l'instant dans le manga j'ai pas senti de faiblesse vraiment à ce niveau-là. Pour l'instant c'est très propre, c'est bien récité, j'ai pas eu de moment où je me suis ennuyée, les dessins sont très clean, très beaux, les combats sont clairs et très stylés, soyons honnêtes. Donc franchement c'est une bonne découverte, j'ai hâte de voir la suite en espérant qu'on tombe pas dans ce truc de mes personnages doivent être très stylés, peu importe au niveau du récit. Je pense pas qu'on tombera là-dedans, mais on sait jamais. En tout cas c'est une très bonne découverte, donc pour les fans de shonen qui aiment vraiment ce côté baston, badass et un peu mystère avec des monstres, je pense que c'est quelque chose que vous pourriez apprécier pour le coup, plutôt pas mal. Je sais pas du tout en combien de tomes c'est prévu, mais c'est une bonne découverte. Voilà, j'attends de voir ce que ça va donner sur la suite. Le prochain manga, je vais vous parler de L'amour est au menu. C'est un petit manga yuri de chez Akata qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer. C'est clairement un slice of life qui tourne pas mal autour de la cuisine, mais aussi de la place de la femme dans la société finalement, chose où je m'y attendais pas trop en lisant ce manga. Globalement, en gros, pour résumer l'histoire, on a Nomoto juste ici, qui est une grande fan de cuisine. Voilà, elle adore cuisiner, quand elle est déprimée, elle fait quoi? Elle cuisine, quand elle est joyeuse, elle cuisine, quand elle est neutre, elle cuisine, voilà, c'est sa passion, elle adore faire ça, sauf que le problème c'est qu'elle est célibataire et qu'elle vit toute seule, donc elle a personne avec qui partager ses repas, ce qui la frustre énormément parce que pour elle, cuisiner c'est aussi partager, et si on peut pas partager ce qu'elle cuisine, bah tout simplement ça la rend pas aussi heureuse qu'elle l'aimerait l'être, globalement, voilà. Et elle a un appétit de moineau, donc ça n'arrange rien. Bref, pour résoudre ce petit problème d'ordre alimentaire, on va dire, et de place dans l'estomac, elle va se rendre compte que sa voisine Kasuga est une grande mangeuse, voilà, par hasard, et donc elle va lui proposer de venir manger avec elle une première fois. Ça va bien se passer, elles vont sympathiser, et donc régulièrement, elle va l'inviter à manger avec elle. On va voir leur relation se développer, et globalement, l'histoire va parler ça. C'est vraiment du slice of life, où voilà, les personnages discutent, on voit leur quotidien, on voit pas mal de recettes de cuisine. C'est plutôt sympa à lire. Un élément qui est très important dans le manga, c'est qu'on parle pas mal de la place de la femme. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est ce truc où elle a une réflexion en se disant, bah pour les hommes, ma passion qui est la cuisine, ils peuvent globalement se l'approprier, ils peuvent globalement se l'approprier. Je sais pas si je le dis bien, mais globalement c'est l'idée. J'ai beaucoup aimé ce petit slice of life, ma foi, ça se lit bien, c'est tranquille. Moi j'adore la cuisine, donc en plus, voilà, je me suis sentie bien en le lisant. Je saurais pas vraiment mettre une note à ce manga, parce que on reste sur un slice of life très classique, il y a un gros bonus féminisme, place de la femme dans la société que j'ai beaucoup apprécié. Dur pour moi de le noter, mais quoi qu'il en soit, je vous le recommande.
Voilà. Ensuite, j'ai lu le premier tome du manga Ascension, que j'ai beaucoup apprécié, mais je vais pas vraiment vous en parler, je vous dis juste que voilà, je l'ai lu, je l'ai aimé, mais je vous en parle pas maintenant parce que c'est pour un projet de vidéo autre, et j'ai pas envie de casser ça. Donc voilà, sachez qu'il est là, qu'il a été lu, que j'ai apprécié, que j'ai acheté la suite. Vous saurez mon avis réel sur ce manga très bientôt, mais pas tout de suite. Si vous avez une idée de quel type de projet je parle, n'hésitez pas à me mettre vos théories en commentaire, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai lu le manga Akira, le premier tome. Belle surprise, je suis en retard effectivement, puisque normalement personne n'a pas lu Akira en 2024. Si, il y a moi. Voilà. On est fiers de ça? Pas du tout. Mais c'est le cas. Je vais pas résumer de quoi ça parle Akira, parce que je pense que la majorité d'entre vous le savent déjà, mais sachez que j'ai beaucoup aimé ce premier tome et que je compte m'enfiler la suite de la série pendant mes vacances. Voilà, ça va être mon objectif. Pourquoi pas en faire une vidéo complète prochainement, on sait pas, on verra bien. J'ai adoré les dessins, je trouve ça... En fait, ce petit côté un peu vintage, vraiment je kiffe en fait. J'adore ça, j'adore vraiment, c'est très beau. J'ai pris du temps sur chacune des planches, j'ai mis du temps à le lire ce tome. Et je regrette pas parce que ça vaut vraiment le coup. Alors ça parle de plein de trucs Akira. Ça parle de science, ça parle d'autorité militaire, ça parle de bombes atomiques, ça parle de tellement de choses que ça serait très difficile de vous faire un résumé dans cette vidéo. Mais sachez que le message global, j'apprécie énormément. J'aime beaucoup le dessin. Non, franchement, on est sur un vrai coup de cœur. En tout cas, sur ce tome 1, j'ai hâte de lire la suite et de pouvoir en parler plus profondément. J'ai pas envie de m'étaler énormément dessus dans cette vidéo parce que je pense que je risque de dire des bêtises et que je préfère lire entièrement l'œuvre avant d'en parler. Voilà, gros coup de cœur, mine de rien, gros coup de cœur. Ceux qui n'ont pas encore lu Akira, qui n'ont pas découvert cette œuvre tout simplement, n'hésitez pas à le faire. Ça parle quand même pas mal de politique, ça parle quand même d'autorité militaire, etc. Donc c'est des sujets que j'aime beaucoup, ça fait un peu dystopie, j'adore ça. Donc voilà, que dire de plus, j'en parlerai plus précisément dans d'autres vidéos je pense, mais j'aimerais enchaîner totalement les mangas avant d'en parler plus, donc je pense qu'on pourra se dire beaucoup plus de choses au prochain bilan lecture si tout se passe bien sur Akira, mais voilà, coup de cœur. On va passer à l'autre coup de cœur. Pour ceux qui le savent, je suis une grande fan de Yuri, et je ne pouvais pas passer à côté de She Wasn't a Guy. Alors étonnamment, Mangetsu en a fait beaucoup la promotion, généralement on n'entend pas trop parler des Yuri, et là il y a eu quand même beaucoup de com dessus, ce qui est pas plus mal. Le titre est vraiment chouette. Globalement l'idée c'est qu'on a Aya qui est une jeune fille juste ici, ou mise au point. On a la jeune fille juste ici qui s'appelle Aya, et on a la jeune fille juste ici qui est Mitsuki. Voilà, elles sont voisines de classe, donc là vous allez me dire basique comme histoire, sauf que Mitsuki et Aya se parlent pas vraiment. Aya c'est une fille populaire, Mitsuki pas vraiment. Elles ont juste des conversations cordiales au lycée et rien de plus. Et Aya va tomber sous le charme d'un mystérieux disquaire. Voilà, elle est fan de rock, lui aussi, ils vont souvent discuter quand elle va aller acheter de la musique ou demander des renseignements. Et donc Aya va vraiment tomber follement amoureuse de ce fameux disquaire. Ce disquaire qui en fait n'est autre que Mitsuki sous cet accoutrement assez masculin finalement. Donc c'est un amour assez improbable. Mitsuki va finalement se rendre compte à un moment donné qu'effectivement Aya a potentiellement des sentiments pour elle, mais qu'elle pense qu'il est un garçon, enfin qu'elle est un garçon, c'est bizarre comme phrase, je suis perdue. Toute l'histoire va être basée là-dessus finalement, on va avoir des moments un peu comiques, des moments très touchants aussi, on va les voir un peu flirter, et ça va être vraiment très mignon. Moi j'ai beaucoup adhéré au côté mignon
de ce manga. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que pour un premier tome, il se passe quand même pas mal de petites choses. Je sais pas en combien de tomes on aura cette série, il y a que 2 tomes pour l'instant de sortie au Japon, donc à mon avis, on va attendre un moment pour avoir les suites. Bien sûr, je suis obligée de vous parler de la particularité de ce manga, qui est le vert qu'on retrouve vraiment partout dans le tome. Voilà, c'était un peu la marque de marketing, on va dire, du manga. C'est sympa, après moi je suis pas particulièrement attachée au fait qu'il y ait de la couleur dans un manga. Honnêtement, je m'en fiche complètement, voilà. L'important pour moi ça va être surtout le développement des personnages, et on en a. Et on a des scènes que j'adore avec des points de vue, où on a Mitsuki qui est assez stylé, et franchement j'adore vraiment le développement un peu de leur relation, une Mitsuki qui a tendance à des fois être très... qui est parfois très directe dans son approche avec Aya, et Aya qui est très vite embarrassée parce que elle a ce souvenir de son disquaire dont elle est amoureuse, et en fait on a Mitsuki qui est ce disquaire mais en même temps pas vraiment, et enfin bref, on a plein de moments un peu troubles comme ça où on a leurs émotions qui remontent, et franchement j'ai trouvé ça vraiment adorable. Alors j'ai vu beaucoup de gens dire que voilà, le manga avait rien de particulier. Moi je l'ai trouvé vraiment très sympa à lire, en tout cas en tant que fan de Yuri. Je pense qu'il pourrait plaire aussi aux gens qui connaissent pas trop le genre. Donc si vous ne savez pas comment découvrir le Yuri, vous pouvez opter pour She Wasn't a Guy, et je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Alors n'hésitez pas à foncer. Et c'est un coup de cœur pour moi, voilà. Pour la suite, je vais vous parler du tome 1 et du tome 2 de Frieren. Frieren qui est un manga qui a beaucoup fait parler de lui, notamment grâce à son animé qu'il a bien boosté cette année. Frieren qui est une elfe qui a une longévité assez exceptionnelle, et qui à la fin d'une guerre va se séparer de ses compagnons, on va dire. Ils sont un peu les héros de l'histoire, mais étrangement on reprend le manga à la fin de l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Généralement, en fait, dans un manga, on va avoir l'épopée principale avec les différents héros, on va suivre cette épopée principale, et puis la fin du manga, ça sera la séparation des héros. Là, on va vraiment suivre Frieren, qui est là à la fin, finalement. À la fin de cette épopée, on va suivre sa vie à elle. En fait, ce qui va se passer, c'est que ses compagnons vont se séparer, elle va leur dire, bah, on se revoit dans 10 ans, c'est dans pas longtemps, sauf que bah dans 10 ans, elle va voir un de ses compagnons mourir, les autres qui auront beaucoup vieilli, parce qu'elle n'a pas conscience en fait que 10 ans pour des humains c'est extrêmement long, tandis que elle, bah voilà, 10 ans c'est rien du tout, c'est un grain de poussière pour une elfe. Et on va du coup venir suivre Frieren qui va... tout simplement faire sa vie, qui va reformer un petit groupe finalement petit à petit, puisqu'elle a des petits jeunes qu'elle va venir aider, parce qu'elle va rendre service à ses anciens camarades, etc. Malgré le fait qu'elle a l'air de ne pas éprouver de sentiments pour ses anciens compagnons, en fait elle va faire plein de petits gestes, plein de petits trucs qui montrent qu'elle avait énormément d'attachement pour ces compagnons-là. Et en fait, on va vraiment suivre son épopée, ses petites histoires. On va mettre beaucoup l'accent dans le manga sur cette différence de temporalité entre l'elfe et l'humain, parce qu'il y a plein de moments où elle est là en mode bah, on va rester là pendant des mois, et où ses compagnons humains la regardent en mode bah non, on va pas faire ça, non, parce que c'est très long, des mois, voire des années. Et elle, pour elle, 2 ans, c'est OSEF, c'est pour nous, c'est genre 3 semaines, on s'en fiche. Donc on va beaucoup mettre l'accent sur cette temporalité qui m'a, je vais l'avouer, beaucoup perturbée au début. Si je devais noter le manga, en fait sur le tome 1, je mettrais un 2 sur 5, et sur le tome 2, je mettrais un 4 sur 5. Alors c'est très étrange, mais en fait je pense que c'est surtout lié à un tempo que j'ai dû apprendre à apprécier, en fait. On a tellement l'habitude dans les mangas que tout se passe très vite, même dans les œuvres en général, que là sur le tome 1, j'avais l'impression qu'il s'était absolument rien passé. Et je pense que c'est totalement voulu dans la narration, ce qui fait que j'ai été un petit peu perturbée sur ce tome 1, j'étais en mode bah... je suis pas sûre d'avoir aimé, franchement, la temporalité est très bizarre, j'ai l'impression que le tempo est très lent, mais en fait c'est voulu, et quand j'ai tilté un peu ce que le manga a essayé de nous faire comprendre et ressentir, en fait j'ai beaucoup mieux apprécié la lecture du tome 2. Donc au final, voilà, pour être totalement honnête, sur le tome 1 j'étais à un 2 sur 5, et sur le tome 2 je suis à un 4 sur 5.
vous faites la moyenne si vous voulez, ou vous prenez les notes de façon indépendante. Mais globalement j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai acheté la suite, donc on va lire ça petit à petit, mais c'est une bonne découverte, donc je suis très contente. Merci Kiyun de me l'avoir envoyé, et puis je vais rattraper un peu la série petit à petit, et si le tempo me gêne pas dans les prochains tomes, bah écoutez, tant mieux, c'est que je me suis adaptée au manga, et j'en suis très contente parce que je trouve l'histoire vraiment intéressante, et ça fait du bien de prendre le temps en fait dans une histoire, donc j'apprécie totalement. Et enfin, le dernier manga, c'est le tome 3 de The Moon and a Rainy Night, un autre manga Yuri que j'ai dévoré parce que ça faisait longtemps que j'attendais la suite, manga de chez Meian, qui est toujours aussi adorable. Donc on suit toujours l'histoire de Saki et de Kanon, Saki qui est clairement intéressée par Kanon, Kanon qui ne le sait pas vraiment encore. On parle de beaucoup de choses sur ce manga parce que pour rappel en fait Kanon est une personne malentendante et Saki va être là pour beaucoup l'aider et elle va vite tomber amoureuse de Kanon. Voilà, c'est totalement dit hein, dans le manga. Saki en est consciente, elle est amoureuse de Kanon et elle doit apprendre à gérer ça et probablement à l'accepter dans un premier temps et après à réussir peut-être à faire avancer leur relation avec Kanon. Donc sur ce tome 3, on va avoir notamment le moment principal qui va être une sorte de soirée pyjama où elles vont dormir ensemble et voilà, on voit leur relation continuer à se développer, on reste sur du slice of life, donc il n'y a pas d'éléments majeurs, juste leur relation qui progresse petit à petit, qui est une relation que je trouve vraiment mignonne. Et une autre question qui va se dégager, ça va être de savoir si Saki à un moment va tout simplement dire ce qu'elle ressent à Kanon. Bref, c'est toujours aussi adorable, j'aime beaucoup. J'ai un peu moins aimé ce tome 3, parce que j'ai l'impression que ça tombe un peu dans le drame. En tout cas, sur cette fin de tome, c'est comme si l'histoire devenait un peu plus obscure. On a des secrets de Kanon qui sont un peu révélés. En tout cas, une partie, j'imagine que la grande majorité des secrets seront révélés plutôt dans le prochain tome. Mais voilà, moi j'avais commencé le manga, je m'étais dit l'histoire est trop mignonne, leur relation est trop belle et tout. Franchement, j'adore leur personnalité. Et là, petit à petit, voilà, j'ai l'impression qu'on essaye de nous mettre de la souffrance dans les personnages, etc. Ce qui, potentiellement, peut permettre de mieux comprendre ces persos, de les développer et de leur donner un background intéressant. Mais j'espère qu'on va pas tomber dans le fatalisme comme c'est le cas dans certains Yuri. J'espère vraiment qu'on va pas tomber là-dedans. C'est ce que j'ai peur en tout cas sur le tome 4. On verra bien. Quoi qu'il arrive, je lirai la suite. Mais du coup voilà, je mettrai quand même une note moins bonne que les précédents où j'étais quasiment sur du coup de cœur. Là on va descendre à du 3. On est quand même sur au-dessus de la moyenne, mais voilà, j'ai très peur pour la suite. C'est dommage parce que pour l'instant l'histoire était très belle et vraiment on tombe dans ce côté assez dramatique, un peu souffrance, etc. C'est dur d'aimer une femme, etc. Et oui, peut-être, mais pas tout le temps. Et j'aimerais bien avoir des histoires qui racontent des choses, mais sans tomber dans le fatalisme. Donc voilà, je suis mitigée sur la fin de ce tome 3. J'espère vraiment qu'on va rester dans quelque chose de mignon avec un développement des personnages qui sera intéressant, mais sans tomber dans un truc triste. Voilà, j'ai pas acheté ce manga pour être triste. On verra ce que l'auteur nous raconte, on verra comment elle le fait, parce qu'évidemment, en fonction de comment elle va le faire, ça sera pas reçu de la même manière. Bref, donc assez dubitatif pour la suite de cette série. J'espère beaucoup de cette série, donc s'il vous plaît, ne me décevez pas, voilà. Et enfin, j'ai terminé le tome 1 du manga Blame, assez mitigé sur cette lecture. J'ai passé beaucoup de moments à admirer, mais j'ai aussi passé beaucoup de moments à ne pas comprendre ce qui se passait, ce qui m'a quand même pas mal perturbée. Je pense que je vais acheter la suite, mais pour l'instant je suis très dubitative, les dessins sont pas non plus exceptionnels. Alors les décors sont très beaux, les dessins des personnages c'est plus que moyen je trouve. Je vais pas vous en parler plus parce que tout comme Ascension, c'est pour une autre vidéo, donc je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà, je suis assez mitigée en tout cas globalement sur ce tome 1, on verra ce que ça donne sur la suite, voilà.
C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée, ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à me faire une petite liste des derniers mangas que vous avez lus en me disant, bah voilà, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, et potentiellement, si vous avez des lectures en commun avec les miennes, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, savoir si vous êtes dans le même sens que moi, ou si au contraire, on a un avis totalement différent. C'est toujours hyper intéressant de débattre sur ces mangas. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner bien sûr, et à tchuss tout le monde!